Bonjour tout le monde, ici Simon et aujourd'hui on va regarder comment réussir ses playtests de jeux. J'étais en train de lire en fait le livre, fabuleux livre sur le game design appliqué, Introduction to Game System Design de Dax Gazaway. Et il y avait une section complète sur les playtests à l'intérieur de ce livre. J'ai trouvé plusieurs points intéressants là-dedans, plusieurs points aussi qui rejoignaient ma philosophie de testeur. Et ben, je me suis dit, c'est un sujet qu'on parle souvent, c'est quelque chose qui a souvent été discuté à gauche, à droite, mais je n'avais pas souvenir d'avoir fait vraiment une vidéo précise sur ce sujet-là. Et une phrase que j'aime bien dire, en fait, on va même l'ajouter ici, un jeu, ça se fait en le testant. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose d'excessivement important. La notion de test, dans le monde du jeu de table, on va utiliser l'expression être près du carton, alors que dans le jeu vidéo, bon, il y a d'autres termes qui sont utilisés pour ça, mais vraiment tester le jeu tout le temps, tout au long de son développement, c'est la clé pour arriver à créer un jeu qui va vraiment capter l'attention des joueurs. Et réussir un playtest, c'est pas non plus quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Là, il y a des conventions de testeurs, d'auteurs, d'autrices, créateurs, créatrices de jeux qui s'en viennent. Je me suis dit, OK, ce serait peut-être le moment de créer une espèce de première ébauche d'une philosophie pour tester les jeux. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça reste assez sommaire. C'est pas la Bible ultime du test. Encore une fois, je ne me prétends pas en savoir plus que d'autres. L'idée, c'est juste d'essayer de compiler de l'information qui a été tirée d'expériences, de lectures, de vidéos que j'ai regardées, de gens avec qui j'ai parlé. Alors, réussir ces playtests. Premièrement, c'est quoi le but d'un playtest? Ben, si on reprend la section juste avant, vraiment l'idée, c'est l'une des clés pour faire un jeu. On le fait en le testant. Donc déjà en partant, c'est essentiel, impensable de faire un jeu sans le tester, impensable de faire un jeu sans le tester des centaines de fois. Dans le monde du jeu de table, hein, on parle souvent avec des gens à gauche, à droite. Si vous n'avez pas testé votre jeu 50 fois, oubliez ça, il n'est pas prêt. Si vous l'avez testé 100 fois, ça commence à être un nombre appréciable de fois pour penser que le jeu a une certaine qualité. Bref, c'est des chiffres lancés comme ça, mais vous comprenez l'idée, tester son jeu. Ça sert à identifier des failles potentielles dans le jeu. Donc, voir s'il y a des problèmes auxquels on n'a pas pensé. Ça peut être autant au début du jeu, tester des mécaniques de base, comme à la toute fin, tester l'équilibrage du jeu. Hein. Donc, vraiment, tout est possible. Recueillir des commentaires. Et ça, c'est vraiment important, recueillir des commentaires. On va le voir plus loin. C'est pas écrit ici débattre avec des testeurs, prouver aux testeurs qu'on a raison, forcer dans la gorge. Ok, bon, vous comprenez l'idée. Recueillir des commentaires. Et bien entendu, l'appréciation des testeurs, des joueurs, des joueuses. Est-ce que notre jeu a un certain potentiel? Hein? C'est comme ça qu'on va définir cette question. Les conséquences d'un mauvais playtest. Donc, mettons, je suis quelqu'un qui a fait un jeu et je veux faire des tests et je suis un mauvais créateur de jeu pour gérer mes tests. On va voir qu'est-ce que ça veut dire plus tard. Mais les conséquences pour ça ne sont pas négligeables. Premièrement, ça va vous faire une mauvaise réputation. Le monde du jeu est un petit monde. Les gens se parlent entre eux, les gens se connaissent entre eux. Je peux vous assurer à 100% que si vous faites des mauvais tests avec des gens qui sont moindrement dans le réseau des jeux au Québec, votre nom va circuler avec une mauvaise réputation. Puis je veux pas dire fiez-vous juste à votre réputation et tout ça. Non, non, c'est quoi que ça l'entraîne une mauvaise réputation? Ça fait que plus tard, vous allez avoir de la difficulté à trouver des testeurs pour tester votre jeu. Alors vous allez être ligoté parce qu'un jeu, ça se fait en le testant. Donc si vous avez bâti une mauvaise réputation, vous allez avoir de la difficulté à amener des gens vers vous pour dire hey, je teste ton jeu, tu testes mon jeu, on fait un échange. Ça ne marchera pas. Et même qu'une mauvaise réputation peut vous amener à avoir de la difficulté à amener votre jeu plus loin. Oui, parce que vous ne pourrez pas le tester, mais aussi parce que éventuellement, vous allez devoir travailler avec un éditeur, vous allez devoir faire du marketing auprès du public et tout ça. Donc, si un éditeur a eu vent que
vous avez une mauvaise réputation, vous n'êtes pas agréable à travailler, malheureusement, il y a tellement de choix là, que s'il peut choisir quelqu'un qui a une bonne réputation, il va probablement choisir quelqu'un qui a une bonne réputation, avec qui c'est agréable de travailler, plutôt qu'avec quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Au-delà de ça, et je fais une parenthèse, cette vidéo n'est pas sur comment être un bon testeur de jeu, mais comment bien faire tester son jeu. Mais ce qu'on regarde là est autant important quand vous testez le jeu de quelqu'un d'autre. C'est important de jouer selon les règles du jeu. Hein. Vous êtes là pour tester, pour aider la personne à améliorer son jeu, pour lui donner des commentaires. Des fois, ça peut être plus ouvert, des fois, ça va être plus rigoureux. Essayez de vous adapter à ce que la personne qui teste le jeu a de besoin. C'est ça aussi, être un bon testeur. D'ailleurs, choisir ses testeurs. OK? Euh, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on est dans un événement et des gens viennent à nos tables, on joue avec eux. C'est parfait. C'est correct comme ça aussi. Choisir les testeurs veut aussi dire être capable d'identifier quel type de testeur on a en avant de nous. OK? Donc, c'est les choisir, mais c'est, je dis choisir, mais choisir slash identifier. OK? On va mettre ça comme ça. Identifier. Ces testeurs, c'est assez important parce que c'est comme ça aussi qu'on va être capable de prendre les commentaires et de savoir, bon, qu'est-ce qui en retire, qu'est-ce qui en est par rapport à ça. L'expérience de ces testeurs. Si je suis dans un salon du jeu quelconque et qu'il y a une famille qui arrive, qui ne connaissent pas trop les jeux et qui commence à tester le jeu, et que de l'autre côté, je teste avec un auteur qui a déjà publié 4-5 jeux et qui travaille sur des designs tout le temps, ben, les commentaires que je vais recevoir vont être, fondamentalement différents, mais aussi auront une valeur différente. Est-ce que un est meilleur que l'autre? Pas nécessairement. Et là, ça va être à vous de faire la part des choses, du jugement, de juger les commentaires. Mais c'est sûr que d'un côté, si on a un testeur expérimenté au début du projet, puis qui est capable de nous aiguiller, puis de dire, ah, telle mécanique, il me semble qu'elle n'est pas fluide et tout ça, ben, ça va avoir de la valeur. De l'autre côté, peut-être que cet auteur d'expérience-là aussi n'aime pas tel type de jeu, il va être comme un peu plus, il veut tirer le jeu dans la direction que lui aimerait que ça aille. Donc, des fois, il y a à faire attention aussi avec ça. De l'autre côté, la famille, pas gamer du tout, eux vont être très libres dans leurs commentaires, vont pas nécessairement être réfléchis dans qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors, des fois, ils vont sortir des pépites que tu es comme, oh, ça a vraiment de la valeur, ou même juste en les regardant jouer, vous allez voir, ah, les gens se trompent sur telle règle, probablement parce que la règle, elle n'est pas claire et tout ça. Donc ça peut avoir beaucoup de valeur. D'un autre côté, ils vont peut-être arriver avec des idées qui sont très folles, qui vont pas dans la direction du jeu et tout ça. Donc, il faut savoir en prendre et en laisser. Euh, c'est ça, exactement. Ensuite, choisir et identifier ces testeurs. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. L'intérêt pour les gens de tester le jeu. Essayez pas de forcer des gens à tester votre jeu tout le temps. Veux-tu tester mon jeu? Si les gens n'ont pas l'intérêt à tester votre jeu, vous avez très peu de chances que ces tests-là aient de la valeur. Euh, c'est comme ça. Les gens ne seront pas motivés dans l'activité, donc ça ne vaut pas la peine nécessairement d'aller plus loin avec ça. Et finalement, ben, des fois, vous allez avoir un certain jeu qui vise un certain public. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous testiez avec ce public-là. C'est sûr que c'est quand même mieux de tester avec ce public si c'est ce public-là que vous visez à la fin, mais aussi d'être conscient de ça. Mettons qu'on fait un jeu, ok, j'imagine un petit jeu de cartes sur l'ordinateur, le solitaire. Ok, je fais le solitaire sur l'ordinateur et je vise principalement les gens 70 ans et plus qui ne sont pas très habiles sur un ordi et que je fais tester ça juste à des jeunes de 20 ans qui sont des gamers de MMORPG, ben, il y aura un décalage dans les commentaires que je vais recevoir. T'sais. Donc, il y a quelque chose à prendre en compte. Et l'inverse est vrai. Ok, je fais un jeu de table vraiment compliqué avec plein de règles, un jeu d'arène où il y a plein de créatures qui vont se battre et tout ça. Et je fais tester ça à des enfants de 8 ans. Ben, j'aurai probablement pas les meilleurs commentaires à ce niveau-là. Alors, choisir, identifier ces testeurs, ça va être utile aussi après pour savoir quoi garder et quoi laisser de côté par rapport aux commentaires que l'on aura reçus.
Les trois questions. Les trois questions, j'ai appelé cette section-là comme ça, les trois questions. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais commencé à faire quand j'étais testeur. Ok? Parce que des fois, je m'assoyais à une table avec des amis qui faisaient un jeu ou même des gens que je connaissais pas. Et je voulais savoir quel était quel rôle je pouvais jouer en tant que testeur qui allait avoir le plus de valeur. Tu sais. Est-ce que j'essaye de détruire le jeu? Est-ce que j'essaye de valider une mécanique précise? Est-ce que j'essaye de simplement jouer et voir qu'est-ce qui en sort? C'est quoi mon rôle précis à ce moment-là en tant que testeur? Bon, la plupart du temps, je m'installe, je joue, mais je pense que si vous voulez être un bon testeur, il y a moyen d'aller chercher un peu plus. Et si vous voulez que vos testeurs vous apportent la meilleure information possible, il y a moyen d'utiliser les trois questions. Pour en avoir plus de questions, je suis arrivé avec le temps avec ces trois questions que je trouve qui sont quand même assez larges sans être trop précises, que j'aime bien. Et comme je vous dis, cette question-là, quand je suis testeur, je les pose à l'auteur, à l'autrice avant de commencer à jouer. Je dis, j'aurais trois questions pour toi pour vraiment être le meilleur testeur possible pour le jeu. Mais là, maintenant, dans le sens inverse, je trouve que c'est intéressant de l'appliquer parce que la plupart des gens ne vont pas nécessairement poser trois questions. Donc, en tant que créateur, créatrice de jeu, arriver et dire, voici questions. C'est pas des questions, hein, c'est des énoncés, on va le dire, c'est dans l'autre sens. Mais mon jeu est rendu à tel stade du développement. C'est la première fois que je le teste. Ça se peut qu'après 2 minutes, ça marche pas puis qu'on fasse des changements. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce jeu. J'ai travaillé avec un éditeur, ça n'a pas fonctionné. Et là, je suis en train de raffiner des mécaniques. Deux messages complètement différents qui nous campent à l'endroit où on est rendu dans le jeu. Bien entendu, plus les testeurs avec qui on travaille ont de l'expérience dans le monde du jeu ou ont une connaissance du développement d'un jeu, plus cette information-là, elle est pertinente. Mais quand même, si je vais souper avec mes cousines qui jouent jamais avec des jeux et que je leur dis j'ai un jeu à vous faire tester, mais je ne l'ai jamais essayé. Fait que ça se peut que ça marche pas. Mais le fait que je sorte des petits bouts de carton, tout pas beau, écrit à la main, ben, ils vont comprendre un peu plus à quelle étape on est rendu. Donc, à quel stade du développement le jeu est-il rendu? Deuxième question, deuxième énoncé, quel genre de commentaires sont attendus au cours des tests? Bien entendu, j'aime bien quand je dis ça dire tous les commentaires sont ouverts, tous les commentaires sont libres, vous dites ce que vous pensez, mais en ce moment, moi, j'aimerais vraiment recevoir des commentaires sur le type de carte qu'il y a dans le jeu. Est-ce que vous trouvez que les effets font du sens, sont intéressants? Ou en ce moment, là, j'essaie vraiment de valider les personnages. Est-ce que vous les avez aimés, les personnages? Ou etc., etc., etc. Donc déjà, ça guide les testeurs, les testeuses à certaines réflexions pendant qu'ils sont en train de jouer. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, ça se peut, mais on est toujours en train de valider quelque chose. Ça peut être autant, ben, moi je suis rendu très loin dans le développement. En ce moment, ce que j'essaie de valider, c'est la fluidité générale du jeu et votre plaisir en jouant. Donc, ça peut être ça. Ou ça peut être, moi j'ai testé le jeu 3 fois, puis là, ce que j'essaie de voir, c'est mon système d'enchères, il marche-tu, il fait-tu du sens? Bref. Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être en place, mais quel genre de commentaires généraux sont attendus? Ça peut aussi éviter d'avoir, et là je m'excuse de dire ça, mais je vais le dire comme ça, le testeur plaît, ok? P-L-A-I-E. Donc la plaie, le testeur plaît, ok? Ça c'est le créateur, l'effervescent, la personne qui a plein d'idées. Et là, tu fais tester le jeu, tout, et la personne après, elle reste avec toi, là, puis là, elle te donne des commentaires sur ton jeu, puis là, des idées, puis ça pourrait être ci, puis ça pourrait être ça, puis ça pourrait. Tu sais, donc ça n'en finit plus, là, tu sais, vous recevez des commentaires pendant 30 minutes, mais au final, c'est juste comme, ben, tu pourrais faire tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Ne soyez pas ce testeur, s'il vous plaît. Ne soyez pas ce testeur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner des idées et des suggestions, c'est pas ça l'idée. Mais avec cette question de départ, ben, on vient un peu baliser le type de commentaire qu'on va recevoir. J'aime bien quand même dire aux gens, tous les commentaires sont la bienvenue, et c'est ça. Finalement, troisième question énoncée, quelle est l'expérience de jeu que vous voulez créer? Euh, je pense qu'à notre époque, c'est encore plus important de poser cette question. Premièrement, en tant que créateur, créatrice, de vous la poser vous-même. Il y a beaucoup trop de gens qui se la posent pas encore et qui font un jeu pour faire un jeu. Je pense qu'on est rendu à une époque où il y a beaucoup de jeux qui sortent et que une intention d'expérience derrière un jeu a quand même une certaine valeur.
à avoir. Euh, et pourquoi c'est important? C'est que ça se peut que, moi j'aime bien, mettons, les jeux en temps réel, un peu frénétiques, là, où il se passe plein d'affaires en même temps. Ben, l'expérience de jeu, c'est que je veux que vous soyez stressé, je veux que vous soyez déboussolé, que vous ne sachiez pas quoi faire, que vous riez parce que vous êtes confus et tout ça. Ça, c'est une expérience de jeu que j'aimerais vous faire vivre. À la fin, si les gens sont comme, oh, tu sais, je comprenais rien, puis tout, puis tu sais, c'est vraiment pas mon genre de jeu, mais, ben, j'ai atteint l'expérience de jeu que je visais, mais le public, la personne qui a testé, ce n'est pas son genre de jeu. Fait qu'au moins, la personne peut déjà elle-même, même si ce n'est pas un testeur professionnel d'expérience, comprendre que elle a vécu la bonne expérience, mais ce n'est pas ce qu'elle aime. Quand je vais à la ronde ou dans une place de manège, ben, il y a des gens qui aiment pas les manèges qui tournent vite, mais ils comprennent c'est quoi le but d'un manège qui tourne vite. T'sais. Il y en a d'autres qui n'aiment pas les montagnes russes, mais ils comprennent que c'est quoi l'expérience d'une montagne russe. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre de l'avant l'expérience. Et d'un autre côté, ben, ça montre aussi qu'en tant que créateur, créatrice, vous avez une démarche, vous avez un objectif, vous avez un but derrière votre travail. Euh, donc, l'expérience est vraiment très importante pour moi. Maintenant, l'éthique des tests ou comment être un bon créateur, créatrice de jeux lors des tests. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la vidéo. Euh, Premier point, soyez gentil, soyez aimable, soyez le fun. Vous faites des jeux. Je vous rappelle que vous faites des jeux. Ça se peut que vous ayez une personnalité de cul. Ça, c'est. Personne n'est à l'abri de ça, mais quand on fait des jeux, on se force un peu, on est courtois, on est gentil, on est aimable, on remercie les gens. C'est eux qui nous rendent un service. C'est les testeurs, testeuses qui nous rendent un service et non le contraire. OK? Oui, vous pouvez dire, ben, je leur permets de jouer à une exclusivité et tout. Non, non, non. C'est eux qui vous rendent un service. Si eux ne testent pas votre jeu n'avance pas d'une miette. OK? Si vous êtes là pour faire tester votre jeu, c'est pour que ces gens-là viennent l'essayer. OK? Alors, soyez gentils, remerciez-les, prenez le temps de. C'est pas, c'est une relation utilitaire, mais c'est aussi une relation sociale des jeux de société. Hein, en français, on est chanceux et malchanceux parce qu'on a ce mot qui veut rien dire, jeu de société, mais quand on le prend et on regarde vraiment son sens global, ben, ça fait du sens. Donc, soyez aimable, soyez gentil, on inclut là-dedans aussi, soyez soigné. Hein, c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui est propre de sa personne. Mettez-vous du déo, coupez-vous les ongles, ayez une petite gomme à portée de main, un peu d'eau. C'est agréable là, de travailler avec quelqu'un qui est soigné de sa personne. Okay? C'est important. On travaille avec le public, on voit plein de gens dans une journée. Prenez en charge votre hygiène et votre personne. Okay? Donc, ça a l'air vraiment basique, mais quand même, je pense que c'est important de le dire. Le deuxième point. J'avais déjà parlé de tests, je pense dans le cadre de balado ludique ou quelque chose comme ça, et j'avais dit, quand vous faites un... Toute cette vidéo-là pouvait se résumer à un seul point. Vous faites un test, fermez-vous la gueule, prenez des notes, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très apprécié. J'espère que vous avez aimé le jeu. Bonne journée. Je prends des notes. Je mets ça dans mon petit calepin. Parfait. Merci beaucoup. Oui, c'est très apprécié. Merci beaucoup pour vos commentaires. Le but, c'est pas de... en anglais, là, je l'ai pas en français, je l'ai en anglais sur le bout de la c'est pas de fix your tester. Le but, c'est pas de réparer vos testeurs pour qu'ils aiment le jeu. Le but, c'est d'accepter de recevoir les commentaires des testeurs comme ils viennent. Okay? Le but, c'est pas de les contredire. C'est pas d'argumenter avec eux en disant oui, mais non. Puis, il y a des testeurs qui vont vous dire que c'est correct, puis il y a des auteurs, autrices qui vont dire qu'ils le font. Faites que, moi, je vous dis, ce que je pense, c'est qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait écouter les testeurs, prendre leurs commentaires en note. Si vous n'êtes pas d'accord, défaussez-les plus tard. On s'en fout, vous n'avez rien perdu. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Vous allez généralement rien gagner, surtout en commençant à contredire un testeur. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que vous le convainquiez que vous avez raison.
Et là, vous venez en fait de scraper ce test complètement en disant à un testeur, tu ne penses pas correctement, mon jeu est correct. Et ça n'apporte aucune valeur. Pourquoi vous faites un playtest si c'est pour essayer de convaincre le monde? Quand la personne va se retrouver après pour acheter le jeu, ou, vous ne serez pas là pour le manipuler et il ne l'achètera pas. Ou il va jouer dans un contexte. Fait que, ouais, il me semble pas très bon. Il n'y aura personne pour lui dire qu'il a tort là, cette fois-là. Il va être seul avec lui-même. Donc, l'idée, c'est de les écouter. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'être d'accord avec vos testeurs, loin de là, mais sachez que les commentaires ont été dit. Et si dans la journée, vous allez quelque part ou vous testez votre jeu sur plusieurs mois et vous recevez un commentaire puis vous n'êtes pas d'accord avec ce commentaire-là, vous le notez. Puis là, 2 jours plus tard, vous recevez le même commentaire. Après ça, un autre commentaire, le même. Après ça, 2 mois plus tard, le même commentaire. Bien là, vous commencez à mettre des petites coches à côté de ce commentaire pour lequel vous n'étiez pas d'accord. Peut-être qu'à la fin, vous êtes comme, je suis toujours pas d'accord et ce n'est pas l'expérience que je veux. Et il y a plein d'autres joueurs que c'est pas un problème pour eux, mais ces joueurs-là, c'est un problème pour eux. Parfait. Peut-être que vous allez aussi décider que ben, vous devez modifier quelque chose. Euh, Bon, maintenant, dans le cas où, mettons, un testeur ferait une erreur factuelle, il dit, moi, j'ai pas aimé dans le jeu quand telle chose se produisait. Puis là, tu lui dis, ah, mais telle chose, c'est impossible parce que la règle, c'est ça, ça, ça. Fait que là, on se rend compte qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu comme un problème de compréhension, quelque chose, ou un fait factuel, ou de dire, ben, tel jeu le fait comme ça, comme ça, comme ça, pour une référence, et finalement, le jeu le fait pas comme ça, ben, on peut corriger. On n'est pas une statue qui doit se la fermer absolument. Mais le but, c'est pas de commencer à débattre avec les testeurs. Après, il y a aussi une possibilité de poser des questions à ces testeurs. Quelqu'un arrive en disant blablabla, j'ai pas aimé telle chose, telle chose, telle chose. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu penses si le jeu était comme ça à la place? Donc, on peut interagir avec eux. Par contre, si, mettons, un testeur vous dit quelque chose que vous n'aimez pas, et là, vous lui dites, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 non. À moins que ce soit, tu sais, on parle de tests là, dans des environnements ouverts, dans des salons, avec des gens qu'on connaît moins, tout ça. Si vous êtes avec votre bon ami, que ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble, ok, dites-lui cette question. Mais quand on est en test comme ça, allez pas confronter un testeur pour lui demander de trouver une solution au problème qu'il a trouvé. Ce n'est pas son travail. Hein. Fait que le but, c'est pas d'aller les confronter. Chaque personne a sa personnalité, chaque personne est qui il est. Ces règles ne sont pas des règles immuables et fixes à jamais. Moi, je vous dis, de manière générale, il n'y a pas vraiment de raison de commencer à débattre et de contredire un testeur. Euh, Si vous en avez, écrivez en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir de continuer cette réflexion-là avec vous. À chaque fois que j'ai émis cette opinion, elle était semi-populaire pour certaines personnes qui n'ont pas aimé l'entendre. Je suis curieux de continuer le débat. Finalement, prendre des notes. Prendre des notes. Trop souvent, hein, tu parles avec un créateur de jeu, tu t'installes à sa table, tu testes le jeu. OK, tu donnes des commentaires un peu pendant la partie, mais surtout après. Et tu as parlé, on est 4 personnes, on a parlé peut-être 10, 12, 15 minutes avec l'auteur, puis il est là, puis il écoute. Pris aucune note. Pris aucune note. Tu es là pour une journée de test, tu prends pas de notes. Je comprends que des gens peuvent avoir des bonnes mémoires, peuvent se rappeler, mais non, non, non. Au moins, faites semblant de prendre des notes. T'sais. Au pire, faites semblant de prendre des notes. Sinon, l'autre chose qui peut être quand même assez pertinente quand on prend des notes, c'est de prendre, bon, les dates à laquelle ça a été fait et le nom des testeurs et testeuses qui ont participé au test. Ça peut être bien après pour lire si le jeu un jour est édité et tout ça, ben, de mettre leur nom dans les crédits du jeu, de les remercier, de suivre ou même peut-être de prendre leur courriel pour éventuellement les garder au courant des tests. Parce que sachez une chose, et là, c'est pas écrit ici, mais des bons testeurs, testeuses, ça a de la valeur. Fait que disons, vous tombez sur un groupe, là, vous êtes avec ce groupe-là, là, ils ont testé le jeu, puis j'ai aimé ça, j'ai senti qu'on travaillait ensemble. Il n'y a aucun problème de prendre leur nom en note, de dire vous aimez ça tester les jeux, moi je travaille sur d'autres projets, si emmené je vous écris, ça vous intéresse, blablabla. Donc de commencer à vous bâtir un réseau de testeurs et testeuses, ça a vraiment beaucoup
de valeur. Eh bien, ceci termine la vidéo, en fait, sur comment être un meilleur playtesteur de jeu, comment réussir ses playtests. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez d'autres trucs, d'autres idées, n'hésitez pas à commenter dans le bas de la vidéo. Vous n'êtes pas d'accord avec certains points, avec plaisir, on va débattre. On n'est pas en train de faire un playtest, donc ça me fait plaisir de débattre. Je dis de débattre, moi je prétends pas avoir la vérité, je prétends pas avoir tout dit ce qu'il y a à dire non plus sur les playtests, on pourra en parler vraiment longtemps. Euh, mais ça me fait plaisir de voir vos idées, votre philosophie de playtest et tout ça en commentaire et de continuer la conversation et qui sait un jour peut-être faire une deuxième version de cette vidéo. Alors tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée et bon test.